Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais faire l'explication du TP1 et sa correction pas à pas. Alors, donc si on reprend le sujet, on vous dit qu'on cherche à implémenter une application de prise de notes et on vous fournit un petit diagramme UML qui est juste un diagramme d'architecture très simple et qui n'est pas exhaustif. Donc, dans cette application de prise de notes, l'élément essentiel, la classe principale du programme, ce sera la classe note. Donc, une note, c'est défini comme ayant un titre, comme ayant un contenu, donc ce sont tous les deux les chaînes de caractères, et comme étant horodaté. Donc, il y a un champ spécial qui contient la date et heure de création de la note. Les notes peuvent être rangées dans des catégories, donc qui forment une arborescence, comme un système de fichiers. Et les notes peuvent contenir des pièces jointes qui peuvent être de deux types, des emails et des photographies. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de s'intéresser à la classe note et de la compléter pour faire marcher les tests qui vous sont fournis dans le fichier main.cpp. Donc ici, je suis dans mon dossier. Donc j'ai inclus les fichiers qui sont donnés avec le TP, donc le squelette des classes. Si on regarde dans le fichier main.cpp, donc on remarque tout en haut, on a des includes à la fois de la bibliothèque standard et aussi du fichier note.h, donc qui contient la classe note. On vous fournit une fonction de base qui permet d'afficher des objets de la classe timePoint, donc qui sert à représenter des dates et heures. Et on vous fournit une classe main avec des exemples, certains décommentés, donc comme cela, donc il va falloir faire marcher, et des bouts de code commentés, donc on va pouvoir, donc des exemples qu'on va pouvoir décommenter au fur et à mesure qu'on progresse dans le TP. Ok. Donc, en premier lieu, donc ce qu'il faut savoir faire, c'est comment compiler son programme. Donc, pour ça, donc ça dépend du compilateur qui est installé chez vous. Ici, je vais partir du principe que c'est G++, donc de la suite de compilateurs GCC. Et donc, pour réaliser une compilation, on fait G++. On précise la version du C++ qu'on souhaite utiliser, parce que donc, ce paramètre-là de la commande n'est pas forcément nécessaire. Ça dépend de la version de GCC que vous avez, parce que chaque version utilisera une version de C++ différente par défaut. Les versions plus récentes de GCC utiliseront par défaut une version plus récente de C++. Donc, pour fixer la version qu'on souhaite utiliser, par exemple C++17, on l'écrit de la manière suivante, --std égale C++17. Ensuite, on dit de compiler tous les fichiers .cpp qui sont dans le répertoire courant. On pourrait aussi l'écrire de la manière suivante. Et enfin, on donne un nom au fichier de sortie, donc avec l'option "-o". Comme ça, l'exécutable qui sera produit par la compilation s'appellera TP1. Donc si je fais ça pour le moment, donc on a un petit problème. On a des messages d'erreur du compilateur parce que dans le fichier main.cpp, j'appelle des méthodes comme setTitre, getTitre, etc. qui ne sont pas encore codées. Donc le travail de la question 1 va être de coder ces méthodes en particulier. Donc si on retourne sur le sujet du TP, on vous dit, donc commencez par la classe centrale du design, la classe note. Les objets de cette classe représentent chacun une note. Elles possèdent un titre, des pièces jointes, etc. Et donc si on regarde le schéma, donc dans la classe note, on a un attribut titre, un attribut contenu, un attribut horodatage. Donc on va commencer par compléter cela. Donc comme d'habitude en C++, quand on code une classe, on la code dans deux fichiers séparés. Donc on met la définition de la classe, c'est-à-dire ses attributs et la signature de ses méthodes dans le .h, et on met les définitions des méthodes, c'est-à-dire le corps des méthodes, dans le .cpp. Donc dans le .h, pour le moment, j'ai la chose suivante. Donc on reconnaît ce qu'on a vu en cours, le mot-clé classe, qui introduit donc une classe.
le nom de la classe et entre accolades le contenu de la classe et un point-virgule après la définition de la classe. Ce point-virgule est essentiel. C'est une erreur de compilation de l'oublier. À l'intérieur de la classe, on a à la fois des attributs, donc comme ici horodatage qui est du type timePoint, donc ça représente un instant dans le temps, et une méthode getHorodatage qui retourne cette information d'horodatage. Okay. Donc pour respecter le principe d'encapsulation, les attributs doivent être privés et on accède de l'extérieur, on accède aux valeurs des attributs qu'à travers des accesseurs. Et on ne manipule l'état interne de l'objet qu'à travers des accesseurs. Voilà. Donc, ce qu'il y a d'autre dans le fichier, ce sont des includes. Comme on utilise la classe timePoint, on a besoin de l'entête chrono dans laquelle elle est définie. Et comme on va bientôt utiliser des chaînes de caractères, on aura aussi besoin d'inclure l'entête string. Et enfin, la première, deuxième ligne, ainsi que la dernière du fichier, donc ça constitue ce que l'on appelle un header guard. Donc en fait, ça sert à protéger contre l'inclusion multiple d'un même fichier .h dans un fichier CPP. Voilà, donc le travail que l'on nous demande de faire, c'est de, en premier lieu, rajouter les attributs qui sont donc le titre et le contenu. Donc le titre et le contenu sont des objets de type chaîne de caractères. Donc la classe s'appelle string et on la trouve dans l'espace de nommage de la bibliothèque standard, donc std. Donc on écrit std : string. Voilà. Et donc on veut également des accesseurs pour le titre et le contenu. Donc je vais commencer par le titre. Donc ça, ce serait la façon évidente de l'écrire. Et si on veut donner son corps dans le fichier .cpp, on l'écrirait de la manière suivante. Donc on remarque que j'implémente la méthode getTitre de la classe note. Et comme je ne suis pas à l'intérieur de la définition de ma classe, ici dans le .cpp, je dois préciser qu'il s'agit de getTitre de la classe note que je suis en train d'écrire. Donc on écrit note : getTitre. Ce n'est pas nécessaire ici dans le .h parce que je suis à l'intérieur des accolades qui définissent ma classe. Voilà. Mais on peut faire mieux parce que on sait que la méthode getTitre, elle ne fera que renvoyer des informations sur la note sur laquelle elle est appelée. Donc quand on fera n.getTitre, où n est un objet de classe note, on obtiendra le titre de la note, mais cette méthode ne modifiera jamais l'objet sur lequel elle est appelée. Donc si on sait qu'une méthode n'a pas vocation à modifier l'objet sur lequel elle est appelée, il est préférable, grandement préférable, de la marquer comme const. Donc le fait de marquer une méthode comme const, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette méthode, le pointeur this qui représente l'objet sur lequel la méthode est appelée est constant. Donc ça veut dire que on s'interdit à l'intérieur de cette méthode de modifier l'objet courant et du coup on a le droit, en échange, d'appeler cette méthode sur des objets constants. Si j'ai un objet note constant qui a été fabriqué, donc par exemple dans main.cpp je fais const note n, etc., j'ai le droit d'appeler la méthode getTitre dessus, parce que cette méthode ne modifie pas l'objet de toute manière. Si j'oublie de la marquer comme const, par contre, cette méthode pourrait modifier l'objet note, donc je n'aurai pas le droit de l'appeler sur un objet note constant. Voilà, et donc, entre votre point CPP et votre point H, les signatures doivent toujours correspondre, sinon le compilateur ne retrouvera pas ses petits. Donc elle est marquée const d'un côté, elle doit être marquée const de l'autre. Ok ? Alors, j'ai également besoin d'un accesseur de modification. Donc je vais l'ajouter immédiatement.
Donc cet accesseur ne va rien retourner, puisqu'il va changer l'objet sur lequel je vais appeler la méthode. Il va prendre un titre en paramètre et modifier l'objet courant. Alors, ici, on pourrait écrire cette méthode de la manière suivante, c'est-à-dire je prends un objet stdstring en paramètre. L'inconvénient de faire ça, c'est que ça oblige le code qui appelle votre méthode setTitre à faire une copie de ce qui est passé en paramètre. Si par exemple vous faites n.setTitre d'une variable chaîne de caractères, comme vous passez par valeur à la méthode, dans votre fonction setTitre, cette valeur sera copiée dans une variable locale à la fonction. Comme on souhaite de toute façon transférer ce qu'on reçoit en paramètre, on souhaite le copier dans l'attribut qu'on possède ici, en fait on ferait une copie de trop, parce qu'on fait une première copie dans le paramètre qu'on reçoit de la méthode, donc dans la variable qui est locale à la fonction, et ensuite on fera une copie de cette variable locale à l'attribut de la classe. Donc il y a au moins une copie inutile dans cette procédure. Donc pour éviter une copie, eh bien, on peut à la place passer le paramètre par référence. Comme ça, quand on appelle la méthode, au lieu de passer un objet complet, on passe une référence sur un objet qui existe déjà, donc on s'épargne une copie. Par contre, ça, ce serait un peu vache pour l'appelant de cette méthode-là, parce que ça veut dire que quand il vous donne une référence sur une variable chaîne de caractères, il n'est pas sûr de ce que vous allez en faire à l'intérieur de votre méthode. Peut-être que vous pourriez modifier la variable qui est passée, et ce ne serait pas souhaitable ou désirable pour le code appelant. Donc, comme on n'a pas vocation à modifier ce qui nous est passé en paramètre, mais seulement à copier la valeur dans notre attribut, on peut à la place prendre en référence constante. Comme ça, on dit que donc on reçoit une référence sur une chaîne de caractères constante. On s'interdit de modifier la chaîne de caractères qu'on reçoit en paramètre. L'intérêt aussi pour le code appelant, c'est que du coup, vous pourrez faire 7 titres avec une chaîne de caractères constante, donc même une constante entre guillemets par exemple. Alors que si c'était une référence sur valeur gauche, ça ne fonctionnerait pas parce qu'une chaîne de caractères entre guillemets, ce n'est pas une valeur gauche. Il n'y a que les variables globalement qui sont des valeurs gauches. Voilà. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je dois implémenter ça dans mon fichier .cpp. Alors là, on remarque qu'on est dans un cas un peu particulier parce que l'attribut de ma classe porte le même nom que le paramètre qui est ici. Donc comme il y a une ambiguïté, si j'écris titre égale titre, il y a une ambiguïté entre ce que je fais en fait. Parce que le paramètre ici masque l'attribut de ma classe qui existe déjà. Donc pour lever l'ambiguïté, on est obligé de dire qu'il s'agit du titre qui appartient à l'objet this courant. L'autre façon de faire, ce serait d'utiliser un préfixe ici, comme par exemple m, qui est très courant et qui signifie member, pour dire que c'est un objet membre. Et du coup, on utiliserait mtitre partout. Où c'est nécessaire. Et comme ça, on n'a plus aucun problème. Vous remarquerez d'ailleurs un atout du principe d'encapsulation, c'est que vous pouvez renommer et réorganiser librement vos attributs. Ça ne change rien pour le code extérieur, parce que la seule chose que le code extérieur voit, ce sont vos méthodes. Voilà. Alors, du coup, si je vais dans le main.cpp, donc ces tests-là utilisent des méthodes qui ne sont pas encore disponibles, donc je les mets en commentaire.
et je vais seulement exécuter le premier test, donc qui consiste à mettre un titre à ma note et à vérifier que le titre que je mets, c'est le titre que je récupère. Donc l'étape suivante, c'est de compiler le code. Donc on reprend la ligne de compilation qu'on avait plus haut. Voilà, donc cette fois, ça produit un exécutable sans faire d'erreur. Et donc si j'exécute, donc ça m'affiche juste une date, et on voit que ça ne m'a pas affiché le message d'erreur qui est ici, donc ça veut dire que le test est passé. Alors par contre, comme ça n'affiche pas grand chose, c'est vrai que bon, on ne sait pas vraiment ce que ça fait. Donc pour avoir un aperçu, par exemple, on peut écrire la chose suivante. Donc c'est-à-dire qu'on envoie dans cout le titre de la note. Donc on affiche le titre de la note. Donc je recompile et j'exécute. Voilà. Donc le titre de ma note a bien été mis dans ma note. Donc on poursuit cette fois avec le contenu. Donc on a deux méthodes pour modifier le contenu de la note. Donc ça va fonctionner un peu différemment du titre. Donc l'accesseur, lui, pour récupérer le contenu de la note, va être très similaire. Par contre, on a deux méthodes qui vont être ajouter contenu. Donc pour ajouter du contenu à une note qui existe déjà et qui peut déjà avoir du contenu. Et vider contenu qui, à l'inverse, vide entièrement une note, donc remet son contenu à la chaîne vide. Donc on remarque bien évidemment que les méthodes setTitre, ajouter contenu et vider contenu ne peuvent pas être marquées const, parce que leur rôle est de modifier l'objet courant. Ces méthodes vont modifier les attributs mTitre et mContenu. Donc je les implémente dans mon fichier note.cpp de la manière suivante. Donc ici, j'ai utilisé une petite astuce. J'ai utilisé l'opérateur de concaténation qui est défini sur les chaînes de caractères, donc il s'utilise avec plus. Donc quand on fait une chaîne de caractères plus une autre, ça les concatène. Donc quand on fait plus égal, ça concatène le texte de droite à la variable qui est à gauche. Donc je retourne dans mon main.cpp et je peux décommenter la suite de mon test. Voilà, et donc on remarque que j'ai ajouté patate puis poireau dans ma liste, que je l'ai vidé ensuite et que j'ai rajouté patate. Donc c'est ce qui s'affiche à l'écran. Donc jusque là, tout va bien. Alors, à présent, donc je retourne au sujet et nous sommes à la question 3. Donc nous devons créer un constructeur de notes qui prend en paramètre le titre et le contenu par référence constante. Donc comme on a fait jusqu'ici pour les accesseurs également de modification. Il doit initialiser la date de création à la date et heure courante grâce à la méthode ici now qui retourne la date et heure courante. Donc on procède. Donc je retourne dans note.h. Et là, il y a peut-être une question que vous vous posez, c'est mais alors comment est-ce qu'on a fait jusqu'ici pour construire des notes alors qu'il n'y a aucun constructeur qui est écrit dans la classe?
Si on regarde dans main.cpp, ici par exemple, on voit qu'on écrit note n1 et ça a créé un objet de type note. Alors déjà, on peut s'étonner un peu de la syntaxe parce qu'on n'a pas l'impression qu'on appelle un constructeur quand on écrit note de n1, mais en réalité si. Quand on écrit note n1 point virgule, en fait on appelle le constructeur par défaut, c'est-à-dire le constructeur qui ne prend aucun argument de note. Donc en fait c'est comme si on écrivait note n1 et paire d'accolades vides pour construire l'objet. C'est strictement équivalent. Et ce constructeur par défaut qu'on n'a pas écrit, il est disponible implicitement dans vos classes tant que vous n'avez pas écrit de constructeur explicitement vous-même. Donc s'il n'existe pas d'autres constructeurs dans votre classe, le constructeur par défaut sans argument existe. Donc il y a des cas où on est obligé de créer un constructeur de manière explicite parce que le constructeur par défaut généré par le compilateur ne fonctionnera pas. Le constructeur par défaut généré par le compilateur appelle le constructeur par défaut de chacun des attributs. Mais par exemple, si un de mes attributs c'est une référence, eh bien, je suis obligé d'initialiser cette référence, puisqu'une référence, il faut forcément que ça fasse référence, comme son nom l'indique, à une variable qui existe déjà ailleurs. Donc si j'essaye de compiler ce code-ci, par exemple, le compilateur m'indique que ce constructeur par défaut sans argument n'existe pas, donc il est implicitement retiré parce que sa définition par défaut ne serait pas valide. Alors, je suis obligé d'initialiser les références dans mon constructeur, donc je suis obligé d'écrire un constructeur pour ce cas particulier. Ok ? Et là, de toute façon, je vais créer un constructeur parce qu'en fait, le constructeur par défaut ne me convient pas. Moi, je veux pouvoir passer un titre et un contenu à la création de la note. Donc, je vais écrire un constructeur avec deux paramètres. Donc, un constructeur, c'est une méthode presque comme une autre, à ceci près qu'elle n'a pas de type de retour, puisque un constructeur, donc, ça ne retourne rien, ça initialise l'objet courant, enfin l'objet qui est en construction. Et le nom du constructeur, c'est toujours le nom de la classe elle-même. Voilà, donc ça va être la signature de mon constructeur. Donc j'ai un constructeur de notes qui prend un titre et un contenu en paramètre. Donc je vais l'implémenter ici. Donc bon, moi particulièrement j'aime bien mettre mes constructeurs comme les premières méthodes de mes fichiers CPP, mais voilà, c'est une convention comme une autre. Donc comme toute méthode, je les préfixe par le nom de la classe, donc j'écris note : note. Et le deuxième note étant le nom de la méthode, qui se trouve être le nom de la classe parce que c'est un constructeur, encore une fois. Et ensuite, donc, je dois écrire l'initialisation de mon objet. Alors, a priori, on pourrait écrire les choses de la manière suivante, c'est-à-dire faire les initialisations dans le corps du constructeur, mais ce n'est pas la bonne manière de faire, parce qu'en fait, ça initialiserait vos variables deux fois. Parce qu'en fait, toutes vos variables, à l'intérieur du corps du constructeur, vos attributs sont déjà créés. Donc ça veut dire qu'il serait créé avec une valeur par défaut et ensuite vous la modifiez à l'intérieur du corps du constructeur. Pour les créer une bonne fois pour toutes vous-même et en une seule fois, il faut initialiser vos attributs dans la liste d'initialisation du constructeur. La liste d'initialisation du constructeur, c'est ce qui se trouve entre la signature du constructeur et le corps du constructeur, donc avant l'accolade ouvrante. Donc on l'ouvre avec deux points et ensuite on écrit toutes les initialisations des attributs les uns après les autres. Donc il faut initialiser les attributs dans l'ordre où ils sont déclarés dans la classe, parce que c'est l'ordre dans lequel le compilateur et l'environnement d'exécution va les traiter. Donc j'initialise mon attribut contenu
à contenu, mon attribut titre à titre, et je dois initialiser mon attribut horodatage à horodatage. Alors, je ne le prends pas en paramètre, donc je dois l'initialiser à la date et heure courante, que je peux obtenir grâce à la méthode now. Ok? Donc voilà. Donc si j'écris mon constructeur comme ça, je serai bon. Alors, si j'essaye de compiler tel quel, donc on va avoir un petit problème qui vous est rappelé dans le sujet du TP, c'est que dans main.cpp, à la ligne 56, si vous vous souvenez, on crée une note. Et on crée la note N1 en appelant son constructeur par défaut, son constructeur sans argument. Or, comme j'ai défini un constructeur explicitement, ce constructeur par défaut n'existe plus, n'est plus disponible. Donc ici, je dois changer l'appel à note N1 pour utiliser mon nouveau constructeur. Donc, par exemple, à la place de faire n1.setTitre à la ligne du dessous, je peux directement mettre le titre à la construction. Et par exemple, comme deuxième paramètre, je passe la chaîne vide pour dire qu'il n'y a pas de contenu initialement. On pourrait également être assez malin et définir deux constructeurs en un en donnant une valeur par défaut au deuxième paramètre. Comme ça, si je donne un contenu, ben c'est ce contenu-là qui sera utilisé. Si je ne donne pas le deuxième paramètre, ça mettra le titre et ça mettra une chaîne vide. Ok? Donc ça, c'est la façon dont on utilise les arguments par défaut en C++. On ne les met que dans le point H, on ne les répète pas dans le point CPP. Ce sera une erreur de compilation. Bien sûr, on pourrait en faire autant pour le titre. Donc on pourrait même mettre un titre vide par défaut à la note, qu'on aurait le loisir de changer avec 7 titres plus tard. Et si on faisait ça, en fait, eh bien, on pourrait appeler le constructeur de trois manières différentes. Soit en lui passant deux arguments, soit en lui en passant qu'un seul et l'argument ce serait le titre, soit en lui passant aucun argument et du coup on récupérerait du même coup un constructeur par défaut valide. Donc on aurait à nouveau le droit d'écrire le code de la manière suivante. Ok? Donc on ne vous demande pas d'aller jusque là dans le TP. Je vais laisser le contenu vide par défaut parce que c'est vrai que c'est ce qui a l'air de pouvoir être utile. Et par contre, je vais obliger l'utilisateur à initialiser le titre de la note. Voilà, bon, c'est des choix, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre code. Donc si j'essaye de compiler à présent, donc c'est beaucoup mieux, on n'a pas d'erreur. Et si j'exécute mon code, donc voilà, ça marche comme avant. Donc j'ai supprimé l'appel à set titre, mais j'ai quand même bien le titre qui a été fixé à la construction. Voilà. Alors, donc on peut exécuter le test qui vous est fourni ici dans le main.cpp. Donc ce test-là construit une note N2 avec un titre qui est Journal du bord du capitaine et avec un texte qui est en chaîne de entre guillemets ici. Donc on remarque qu'il est séparé sur plusieurs lignes. Le compilateur rassemble quand il a plusieurs chaînes de caractères l'une à côté de l'autre. En fait, il fait une seule chaîne de caractères. Ça peut servir de le savoir. Donc j'exécute et je vérifie que mon test passe. C'est bon, je n'ai pas eu le message d'erreur. Et à présent, si on passe à la question 4, hop, je reviens à mon sujet. On vous dit d'implémenter un opérateur d'affichage pour les notes qui affichent leur titre, leur horodatage et enfin leur contenu. Donc, si on regarde dans le code jusqu'ici, la façon dont c'est fait pour afficher une note, en fait, on affiche son titre et on affiche son contenu manuellement, si on veut.
Alors que nous, ce qu'on aimerait pouvoir écrire, ce serait la chose suivante dans le code. Par exemple, ici, note N1, et on passe directement un objet de type note à l'opérateur d'affichage. Et ça affiche toute la note avec le format qu'on a décidé, donc le titre, la date et le contenu. Donc c'est une syntaxe qui serait très pratique, très commode à utiliser, plutôt qu'à chaque fois répéter stdcout de n1.getTitre suivi de n1.contenu, etc. Là, on aurait un affichage fixé pour les objets de type note. Donc pour disposer de cette facilité d'écriture syntaxique, en fait, on doit définir l'opérateur qui fonctionne sur la classe note. Alors la façon dont un opérateur d'affichage se présente, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours une fonction libre. La raison à ça, c'est que si c'était un opérateur interne à une classe, ce serait un opérateur interne à la classe OSStream qui représente le flux d'affichage. Hein. Donc si vous vous souvenez de votre cours, un opérateur, ça peut être défini soit de manière externe, soit de manière interne. Et s'il est défini de manière interne, il est interne à son opérande de gauche. Et ce qui est à droite de l'opérateur constitue le paramètre avec lequel l'opérateur est appelé. Okay. Donc en fait, en gros, vous avez deux signatures possibles pour les opérateurs d'affichage. Donc soit la signature que j'ai écrite ici, donc qui prend en paramètre les deux côtés du symbole chevron-chevron. Hein. Donc ça va être l'opérande de gauche de mon opérateur, ça l'opérande de droite. Hein. De sorte qu'on puisse écrire stdcout chevron-chevron n. Donc stdcout, c'est un objet de la classe OSStream qui représente l'écran, hein, la sortie, la console. Et n, ce sera un objet de type note. Et l'autre façon de l'écrire, ce serait si on avait accès à la classe OSStream, en fait, on pourrait écrire l'opérateur de la manière suivante. On pourrait définir l'opérateur comme une fonction membre, donc comme une méthode de la classe OSStream qui prend une note en paramètre. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est définir l'opérateur dans la classe note en lui donnant par exemple un OSStream en paramètre. Parce que pour que cet opérateur-là, ce ne serait pas l'opérateur qui nous permet d'écrire stdcout n. Ce serait l'opérateur tel qu'il est écrit comme ça. Cet opérateur-là, ça correspondrait à faire n chevron-chevron stdcout. Donc c'est pas du tout la même chose en fait. Ça ne marche pas du tout. Quand vous codez un opérateur comme une fonction membre, c'est son opérande de gauche qui est sa classe propriétaire. Okay. Or, vous, comme votre opérande de gauche, c'est une classe qui ne vous appartient pas, c'est une classe de la bibliothèque standard, OSStream, là, ça veut dire que vous êtes obligé de coder votre opérateur comme une fonction externe qui prend deux paramètres, l'opérande de gauche et l'opérande de droite, et pas comme une fonction membre. Voilà, donc ça c'est le pourquoi de la raison de la signature de cet opérateur. Donc, c'est l'opérateur chevron-chevron, dont l'opérande de gauche est une référence sur un objet de la classe OSStream, et l'opérande de droite est une référence constante sur une note. Donc, de là surgissent plusieurs questions. D'une, pourquoi est-ce qu'on prend une référence sur OSStream? Alors, la raison à cela, c'est que les objets de la classe OSStream ne peuvent pas être copiés en règle générale. Or, quand on prend un objet en paramètre
eh bien, on le passe par copie, par valeur, donc il est copié dans une variable locale à la fonction, et ces objets-là ne sont pas copiables. Hein. Si vous imaginez, ce serait comme si stdcout, par exemple, si vous essayiez de le copier, vous auriez deux sorties sur la même console, ça n'a pas de sens en fait. Il faut réutiliser la même sortie à chaque fois, donc il ne faut pas la copier, il faut écrire dans la même sortie, enfin, celle qui existe déjà. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on le prend en référence. On ne le prend pas comme référence constante parce que le principe de l'opérateur d'affichage, c'est de modifier la sortie puisqu'on écrit dedans. Okay, donc on fait une modification quelque part. Donc votre objet là, il ne peut pas être constant. Par contre, la note, elle peut être constante. Donc encore une fois, c'est comme dans le cas des accesseurs, hein, on pourrait écrire ça, ce serait valide. Mais comme on a seulement l'intention d'afficher des membres de la classe note, on n'a pas besoin de copier la note dans une variable locale. Prendre une référence, ça évite une recopie en mémoire, donc c'est plus performant. Et prendre une référence constante, c'est encore mieux parce qu'on n'a pas l'intention de modifier la note qu'on reçoit en paramètre. Et enfin, la dernière chose donc, qui peut vous étonner, c'est le type de retour de cet opérateur. Donc les opérateurs d'affichage renvoient toujours le flux de sortie lui-même. La raison à ça, en fait, c'est que ça vous permet d'écrire la chose suivante, par exemple. En fait, votre opérateur, il est associatif à gauche. Donc quand vous écrivez ça, c'est comme si vous écriviez ça. Donc en fait, vous mettez la chaîne de caractères dans OS, cette opération-là vous renvoie OS lui-même. Et donc ça devient l'opérand de gauche du nouvel opérateur d'affichage. Donc dans OS, j'envoie ensuite getTitre. Puis toute cette opération-là me renvoie à nouveau le même flux, mais modifié, hein, dans lequel j'ai déjà écrit. Et dans ce flux, j'envoie 1. Donc c'est la raison pour laquelle on renvoie le flux lui-même, c'est pour pouvoir tout écrire sur la même ligne. Okay. Si l'opérateur ne renvoyait pas le flux lui-même, ça, on ne pourrait pas l'écrire comme ça, on serait obligé de l'écrire en 3 étapes. Okay, donc voilà, c'est... Votre opérateur, il peut tout à fait renvoyer void, si vous préférez qu'il renvoie void, mais la convention, c'est de renvoyer le flux lui-même afin de permettre le chaînage des opérateurs. Voilà. Alors, donc ça va être mon opérateur. Et donc, si j'essaye de le coder, donc ça va ressembler à la chose suivante. Donc c'est une fonction libre, hein, donc techniquement elle n'est pas obligée d'aller dans note.cpp. Je pourrais aussi l'écrire dans main.cpp parce qu'elle n'appartient pas précisément à la classe note en fait. Elle est indépendante de la classe note. Mais comme ça sert à afficher des objets de type note, ça a quand même du sens de l'écrire dans votre fichier note.cpp. Donc c'est généralement ce qu'on fait. Et donc ici pour le coder, donc on vous dit qu'on veut d'abord afficher le titre, puis ensuite on veut afficher le contenu. Alors le seul problème c'est pour afficher l'horodatage, parce que autant pour les chaînes de caractères il existe déjà un opérateur d'affichage qui est tout fait. Pour l'horodatage, donc la classe timePoint, si vous essayez d'écrire ça, vous remarquerez que votre code ne compile pas. Parce qu'en fait, il n'existe pas d'opérateur, donc c'est ce que vous dit le message là qui est très coloré et très joli. C'est qu'il n'existe pas d'opérateur qui convienne pour des objets de type flux de sortie d'une part et des objets de type timePoint de l'autre. Donc pour résoudre ce problème, vous allez pouvoir réutiliser
la fonction qui vous est fournie dans main.cpp qui sert à afficher une date et heure. Donc je vais la recopier, la réutiliser et la changer un petit peu dans note.h pour lui faire afficher la date et heure de la note. Alors je vais l'importer, enfin la copier-coller brutalement, mais je vais la mettre comme une fonction privée, parce que ce n'est pas une fonction qui va faire partie de l'interface de ma classe. Hein, le fait de pouvoir afficher des dates et heures, ce n'est pas vraiment un comportement que j'ai envie de montrer publiquement comme faisant partie de l'interface de ma classe Node. Je n'ai pas envie que les gens comptent sur l'existence de cette méthode quand ils coderont en utilisant note.cpp. C'est pour un usage interne uniquement. Donc je vais mettre cette méthode-là comme privée. Et plutôt que d'afficher un horodatage que j'ai en paramètre, eh ben, je peux directement, en fait, je vais directement utiliser l'attribut horodatage de mon objet courant. Une autre façon de faire, ce serait de garder cette méthode définie telle qu'elle et de la rendre statique vu qu'elle ne dépend pas de l'objet courant. Et donc dans ce cas-là, je serais obligé de l'appeler en lui passant l'horodatage. Voilà. Donc ce serait une autre façon un autre design possible. Donc pour le moment, on va faire la version qui me paraît la plus logique, mais quelqu'un d'autre pourrait avoir un avis différent, hein, qui est que donc, cette fonction-là, on peut l'appeler sur un objet de type note, et ça permet d'afficher l'horodatage de l'objet courant. Alors cette méthode, elle est un peu particulière parce qu'en fait, elle retourne le résultat de la fonction putTime qui est définie dans la bibliothèque standard. Donc on n'a pas besoin de savoir comment elle est définie, la seule chose qui importe, c'est de savoir que ça permet d'afficher une date et heure à un format défini. Donc le format, il est défini ici, donc ici on dit qu'on affiche la date suivie de l'heure. Mais on pourrait mettre par exemple, je sais pas, T majuscule ici, et par exemple ça afficherait la date, T majuscule, l'heure ensuite, donc un peu à la façon de la norme ISO. Voilà, donc on peut changer le format qu'on veut afficher. Et donc ça nous retourne un objet qu'on peut passer à un opérateur d'affichage. Donc dans stdcout, on peut faire stdcout, chevron, chevron, le résultat de cette méthode. Comme je n'ai pas envie de connaître le type de retour de cette fonction, qui pourrait être un peu barbare, faudrait aller voir la documentation, mais comme j'ai pas, et que peut-être qu'il pourrait changer ou qu'il pourrait varier d'un compilateur à l'autre, après tout, parce que ça appartient à la bibliothèque standard. Comme j'ai envie un peu de m'abstraire de ce type-là, j'utilise l'inférence de type via le mot-clé auto. Donc auto, ça veut dire, essaye de deviner par toi-même ce que retourne cette fonction en regardant ce qui est écrit derrière le mot-clé return. Donc ça marche uniquement si votre fonction est assez simple. Hein, si vous avez plusieurs returns qui retournent des choses un peu ambiguës, qui ne retournent pas systématiquement le même type, etc., il ne pourra pas deviner quel est le type général qui convient dans tous les cas, quoi. Donc il y a des cas particuliers où il ne sera pas capable d'inférer le type correct. Bon, ici, il n'y a qu'un seul return, ça retourne le résultat de cette fonction-là de manière très claire, donc il est capable de deviner. Comme il connaît, le compilateur va connaître le type de retour de cette fonction-là, il va être capable de savoir par quoi est-ce qu'il faut remplacer auto. OK ? Et donc, dans mon opérateur d'affichage, ce que j'aurais envie de faire, du coup, c'est au lieu de faire n.horodatage, je vais faire n.affichage horodatage, puisque ça, je sais que le retour de cette fonction-là, normalement, je peux le passer dans un stdcout ou dans n'importe quel autre flux de la classe OSStream. Alors le problème, c'est que si je fais ça, on va tomber sur un... Enfin, je vous l'annonce d'avance, hein, je spoil un peu, désolé. On va tomber sur une erreur de compilation. Alors, on va même tomber sur plusieurs erreurs, dont certaines qui ne m'intéressent pas. Du coup, je vais les corriger avant. On remarque qu'ici, dans ma classe node.h, alors déjà, j'ai mis le corps de ma fonction dans le point H, ce qui n'est pas du tout raisonnable, hein.
le corps de la fonction, il est censé aller dans le point CPP. Donc je vais réparer ça tout de suite. Voilà qui est fait. Et j'ai toujours un problème en fait parce qu'à l'intérieur de cette fonction-là, j'utilise des choses qui sont définies dans la bibliothèque standard mais que je n'ai pas importées dans mes entêtes. Donc pour savoir ce qu'il faut importer, en fait, c'est écrit ici en haut du main.cpp. Sinon, il faudra aller voir la documentation sur Internet de cette fonction-là. Ce sera écrit dedans. Et donc j'importe mes entêtes. Et donc déjà ça va corriger certaines erreurs, mais pas toutes. Alors là, j'ai un autre problème parce que il me dit que la déclaration que j'ai faite dans le point CPP ne correspond pas à ce que j'ai écrit dans le point H. Alors de fait, ici j'ai marqué auto-affichage au redatage et ici j'ai marqué void. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc je recompile encore une fois. Et cette fois-ci, j'arrive à l'erreur qui m'intéresse et que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est que ici, j'appelle la méthode n.affichage au redatage à l'intérieur de mon opérateur d'affichage. Mais cet opérateur d'affichage, il est externe à ma classe. C'est une fonction libre. Ce n'est pas une fonction de ma classe Node.h. Or, j'ai déclaré que je voulais que ma méthode affichage au redatage soit privée parce que je ne veux pas qu'elle fasse partie de l'interface de ma classe, vu que c'est un comportement interne, c'est un détail d'implémentation. Donc le problème, du coup, c'est qu'on est un peu embêté parce que on voudrait que cette méthode soit privée pour que les autres, les utilisateurs de la classe évitent de l'utiliser, qu'elle soit réservée à un usage interne. Mais le problème, c'est que l'opérateur d'affichage lui-même, il est externe. Alors pour contourner ce problème en C++ en particulier, on a une solution qui est parfois considérée bancale, mais que moi en particulier je trouve assez élégante. C'est le mot-clé friend. Le mot-clé friend, ça vous permet de déclarer qu'une fonction externe ou qu'une classe entière est l'ami de votre classe. Et du coup, vous acceptez que cette fonction ou que cette classe externe ait accès à vos membres privés. Même si donc c'est du code qui est à l'extérieur de votre classe, mais il a accès à vos membres privés parce que vous avez déclaré qu'il est votre ami. Donc ça, on le fait en ajoutant une déclaration friend à l'intérieur de la classe. Ok. Donc ça sert à étendre l'encapsulation à quelques méthodes ou quelques classes choisies soigneusement à l'extérieur de votre classe. Donc évidemment, l'inconvénient de faire ça, c'est que si vous mettez à jour vos attributs ici, vous aurez certainement à mettre à jour ou si vous mettez à jour vos méthodes internes, vous aurez certainement à mettre à jour votre fonction externe à la classe. Donc ça peut être pratique et ça peut aussi être un problème après dans le management, dans la maintenance de votre code. Ok. Donc là, dans le cas d'un opérateur d'affichage, ça a du sens de faire ça. Parce que de toute façon, c'est une fonction qui est couplée de très près à votre classe. Il faut la connaissance interne de ce qu'est une note pour pouvoir l'afficher correctement a priori. Donc du coup, à présent que j'ai rendu ma classe ami, je vais avoir accès à la méthode privée. Et en fait, j'ai même accès aux attributs. Donc au lieu de passer par les accesseurs, je peux même directement passer par les attributs. Donc je pourrais écrire ça. Alors, on a encore une toute petite dernière erreur de compilation qu'on va voir ici. Alors, on a plusieurs erreurs parce que mes attributs ne s'appellent pas titre et contenu, mais mtitre et mcontenu. Mais ça, c'est une erreur qui n'est pas celle que je voulais vous montrer. Voilà, l'erreur que je veux vous montrer, c'est que ici, le compilateur se plaint qu'on reçoit en paramètre un objet note constant, et qu'on appelle une méthode qui n'est pas constante dessus. Parce qu'affichage au redatage, on n'a pas dit qu'elle était constante. Du coup, on ne peut pas appeler une méthode qui n'est pas constante sur un objet constant, parce que cette méthode qui n'est pas constante, on n'a pas de garantie qu'elle ne va pas modifier l'objet.
Alors ici, c'est un problème qui est facile à corriger parce que de fait, la méthode affichage horodatage ne modifie pas les attributs de la classe note. Elle fait que afficher, que accéder à l'horodatage de la note et elle ne modifie rien. Donc en fait, on peut la déclarer constante et le fait de la déclarer constante, ça va la rendre utilisable sur des objets notes constants tels que celui qu'on reçoit en paramètre ici. Donc on garde la performance du fait d'utiliser une référence, donc de passer par référence ici à l'intérieur de l'opérateur d'affichage. On garde la sûreté du fait que cette référence elle porte sur une note constante, donc on ne va pas modifier quoi que ce soit. Et en plus, on va pouvoir appeler l'opérateur d'affichage sur des notes constantes, du coup. Et en même temps, on peut utiliser la méthode affichage horodatage. Donc on gagne un peu sur tous les tableaux en mettant le plus de const possible. Donc le seul problème de mettre le plus de const possible, c'est que si un jour on a envie de passer une méthode de const à pas const, parce que finalement on se rend compte qu'elle devrait modifier l'objet, on ne peut pas vraiment le faire parce que ça impacte du code à l'extérieur de la classe en fait. Tout le code qui appelle votre méthode sur des objets notes constantes cesseront de fonctionner, cesseront de compiler. Donc const, il faut en mettre le plus possible, mais pas plus que ça n'est possible non plus. Il faut le mettre sur toutes les méthodes qui sont vraiment pour lesquelles ça a un sens qu'elles ne vont jamais modifier l'objet courant. Ok, voilà. Et donc enfin, j'ai un dernier warning dans mon code qui est que j'ai oublié de mettre un return dans mon opérateur d'affichage, puisqu'en effet, ce que je vous ai répété tout à l'heure, c'est qu'un opérateur d'affichage doit retourner le flux lui-même afin qu'on puisse chaîner les appels à l'opérateur. Voilà, donc cette fois, je n'ai plus d'erreur de compilation. Je peux ajouter un test. Donc je peux décommenter le test qui est ici. Et voilà. Donc mon affichage est très moche ici parce qu'en fait j'ai pas mis de retour à la ligne, etc. Donc on va corriger ça. Donc on va afficher le titre suivi d'un espace et d'une parenthèse ouvrante, suivi de la date et heure, suivi d'une parenthèse fermante et d'un retour à la ligne, suivi du contenu de la note, suivi d'un forçage, d'un retour à la ligne et d'un envoi à l'affichage. Voilà, cette fois l'affichage est un peu plus agréable. Donc on a le titre, la date d'ailleurs à laquelle la note a été créée, et enfin le contenu de la note. Parfait. Donc, je retourne à mon sujet. Et à présent, on va passer à la classe catégorie. Donc, on va implémenter la classe catégorie. Donc, les catégories forment une hiérarchie avec des catégories racines. Donc, la différence par rapport à un système de fichiers, c'est qu'on peut avoir plusieurs racines, si on veut. Et donc, les notes vont être rangées à l'intérieur d'une seule catégorie à la fois. Ok. Donc, les catégories ont un attribut nom de type string. Donc, on va le créer de la même manière qu'on l'a fait pour les notes. Voilà, on va commencer par ça, et ensuite on va voir la question 6 qui est un peu plus intéressante immédiatement après. Donc je crée un nouveau fichier catégorie.h qui va contenir la définition de ma classe. Donc première chose à faire, donc je crée la classe vide, je n'oublie pas le point virgule. Et deuxième chose à faire, je mets en place les header guards qui vont protéger contre l'inclusion multiple.
Ensuite, je rajoute les includes dont je sais que je vais avoir besoin. Donc en particulier, il y a stdstring, puisque les catégories ont un nom de type string. Et je vais également avoir besoin d'inclure le fichier note.h qui contient les notes. Okay, puisqu'a priori, je vais ranger les notes dans les catégories. Donc, hop, je vais rajouter un private. Donc les catégories ont un nom. Et elles ont donc du coup un accesseur pour ce nom-là. Voilà, donc j'ai également besoin d'un fichier catégorie.cpp donc pour mettre le contenu de mes méthodes. Donc je vais avoir besoin encore une fois de string. Je vais également inclure catégorie.h. Et on verra pour le reste plus tard. Donc, mon accesseur donc on remarque que je retombe dans le problème de tout à l'heure. Je suis obligé d'utiliser this flèche nom parce que mon attribut a le même nom que mon paramètre. Donc bon, je vais utiliser la même convention dans tout mon code. En général, c'est préférable. Et je vais préfixer mon code par les attributs par m underscore, donc pour member. Voilà. Donc, on va rajouter des tests dans le main, comme d'habitude. Donc, on va rajouter un include de catégorie. Donc, je crée une catégorie. Bon, pour le moment, on ne va pas vraiment lui donner de nom, on va juste l'appeler C. Je mets C.setNom. Et donc, je dis qu'elle s'appelle catégorie 1. Et si je fais stdc out de c.getNom, je m'attends à ce que ça affiche catégorie 1. Donc a priori, je ne prends pas trop de risques, mais dans tous les cas, il faut tester votre code. Alors là, donc, on se rend compte qu'on a un petit problème, parce que le compilateur me lance une erreur un peu bizarre avec des adresses en hexadécimal, où il me dit référence indéfinie vers setNom et vers getNom. Alors la raison à ça, en fait, c'est que j'ai compilé dans mon exécutable TP1, j'ai compilé note.cpp et main.cpp. Mais du coup, il me manque les définitions des fonctions qui sont écrites dans catégorie.cpp. Donc il faut que je rajoute catégorie.cpp ici. Ou bien, pour ne pas être embêté, je peux directement prendre tous les fichiers CPP du répertoire courant. Et comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Alors apparemment, j'ai oublié un renommage quelque part. Oui, ici. Voilà, donc ça affiche le nom de ma catégorie. Donc jusqu'ici, on est au point. Alors, je retourne sur mon sujet. D'après le diagramme UML, une catégorie est associée soit à une autre catégorie parente, soit à aucune autre, ce qui en fait dans ce cas une catégorie racine. Donc une catégorie racine, c'est une catégorie qui n'a pas de parent. Quel type donner à l'attribut correspondant? Donc le type de l'attribut correspondant, ça va être quelque chose en lien avec catégorie. Mais du coup, on a un choix à faire sur comment est-ce qu'on va s'y prendre. Alors déjà, on ne peut pas avoir à l'intérieur de la classe catégorie un objet qui soit lui-même de la même classe. La raison à ça,
C'est que ça vous créerait une classe de taille infinie en fait. Parce qu'à l'intérieur d'une catégorie, vous avez une catégorie, à l'intérieur de cette catégorie, vous avez une catégorie, à l'intérieur d'une catégorie, vous avez... Enfin, du coup, à l'endroit où vous avez cet attribut-là, en fait, votre classe, la taille de votre classe, elle est infinie en fait. Parce que vous ne pouvez pas calculer combien de stockage ça va prendre du coup. Enfin, ça s'étend... ça s'étend à l'infini, puisque chaque objet va contenir un objet qui lui-même... Enfin, ouais. Donc du coup, ça ne peut pas être un objet de type catégorie. Donc on se dit que ça pourrait être une référence sur une catégorie. Mais alors le problème d'utiliser une référence, c'est qu'une référence, elle est toujours initialisée et elle fait toujours référence à une variable existante. Donc ça veut dire qu'il existerait forcément une catégorie parente. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des catégories qui n'ont pas de parents. Et de toute façon, on aurait là encore un petit problème de récursivité. Enfin, comment est-ce qu'on définit la première catégorie qui existe du coup? Donc si ce n'est pas un objet, si ce n'est pas une référence, il reste guère qu'un seul choix, et c'est le pointeur. Et dans ce cas-là, présent, le pointeur, c'est la solution qui a un sens, parce qu'un pointeur, il peut être nul. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, soit la catégorie a un parent, et elle est enregistrée via le pointeur. Donc via le pointeur, on accède aux parents. Soit ce pointeur, il est nul, et dans ce cas-là, ça veut dire que la catégorie n'a pas de parents. Donc c'est l'intérêt des pointeurs, c'est qu'ils peuvent être nuls ou pas. Donc on va faire ça. Donc on va définir un objet m.parent qui va être du type pointeur sur catégorie. Et là, on n'a pas du tout le même problème qu'on avait tout à l'heure quand on disait qu'on ne peut pas stocker d'objets catégorie à l'intérieur de catégorie, parce que tous les pointeurs, quels que soient ceux sur quoi ils pointent, ont la même taille. Hein, ils ont la taille d'une adresse mémoire. Donc là, la taille de ma classe, elle n'est pas infinie, elle est parfaitement fixée. Okay, mon pointeur, il est de type catégorie, mais c'est un pointeur. Donc je connais sa taille, du coup, je sais que dans ma classe, pour la créer, j'ai besoin de la taille d'une string plus la taille d'un pointeur. Voilà, pour stocker mes deux attributs. Donc ça fonctionne. Du coup, j'ai besoin d'accesseurs, encore une fois. Alors, on va retourner voir le sujet pour voir ce qu'on nous dit de faire. Donc, quel type donné à l'attribut correspondant? Donc, si je retourne ici, voilà, on a une méthode qui s'appelle getCategoryParent qui renvoie la catégorie parente, donc dans notre cas, qui va renvoyer un pointeur. Okay, donc, on va rajouter l'accesseur en question. Donc on remarque qu'on n'a pas d'accesseur pour modifier la catégorie parente. A priori, c'est peut-être pas une bonne idée de permettre la modification. Je pense qu'on va plutôt le fixer une bonne fois pour toutes dans le constructeur. Donc quand on va l'écrire un peu plus tard. Voilà, donc pour le moment, je l'écris comme ça. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc je vais rajouter un test. Donc j'ai créé trois catégories, une catégorie racine, une catégorie fille et une petite fille de cette catégorie. Donc là, je n'ai pas encore de moyen de fixer la catégorie parente, donc on va le faire tout de suite. Donc comme je vous le disais, l'idéal, ce serait de fixer la catégorie racine une bonne fois pour toutes dans le constructeur de catégorie. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc on va créer un constructeur qui va prendre en paramètre un pointeur vers une catégorie qui pourra être nulle ou pas.
pour lui donner la possibilité d'être nul par défaut, je vais même l'ajouter nul PTR. Donc nul PTR, hein, vous vous souvenez, c'est le mot-clé qui désigne le pointeur nul en C++. Donc je vais l'utiliser comme argument par défaut ici dans mon constructeur. Et donc j'écris mon constructeur. Alors les arguments par défaut ne vont que dans le point H et jamais dans le point CPP. Alors ce serait pas mal que le constructeur de catégorie prenne aussi un nom initial. Enfin, ça serait sans doute une bonne idée. Bon, vous ferez comme vous voudrez, hein. C'est pas très crucial pour le TP. Donc on va faire ça comme ça. Du coup, je vais pouvoir changer dans main.cpp. Donc racine, je vais le laisser tel quel, hein. Fille, je vais lui passer racine en paramètre. Donc je prends l'adresse de racine et je la passe à fille, donc pour refaire un pointeur sur racine. Et donc là, je fabrique un pointeur sur fille, donc en prenant son adresse, et je dis donc la catégorie parente de petite fille, ça va être fille. Donc, je vais afficher la catégorie de petite fille. Et normalement, ça devrait m'afficher du coup le nom de la catégorie parente de petite fille. Donc normalement, pour écrire ça, il faudrait vérifier que ce ne soit pas le pointeur nul, hein, sinon ça ferait un crash. Bon, là, c'est facile de vérifier, vu que j'ai codé ça manuellement. Voilà, donc le nom de la catégorie parente de la catégorie petite fille, c'est fille. Donc tout va bien. Alors, ici, il y a encore des petites optimisations qu'on pourrait faire dans ce code, parce qu'en fait, on a décidé, hein, dans l'architecture qu'on a choisie, que la catégorie parente ne pourrait jamais changer. Donc une fois qu'on fixe à la construction, et ensuite la catégorie parente, on ne peut pas la réorganiser les catégories entre elles. Donc ça veut dire que mon pointeur ici, en fait, il peut être constant, parce qu'il n'a pas... il va jamais changer de valeur. Ok ? Alors, si j'écris de la façon suivante, ça ne fait pas tout à fait ce que je veux, ça ne rend pas le pointeur constant. Ça rend la catégorie constante à travers le pointeur, mais le pointeur lui-même pourrait changer de destination. On n'a jamais ce problème avec les références, parce que les références ne peuvent pas changer de destination, mais un pointeur peut changer de destination. Or là, ce qui est constant quand j'écris la chose suivante, c'est catégorie qui est constant. C'est un peu comme si j'avais une paire de parenthèses, sauf qu'on n'écrit jamais les parenthèses, hein. C'est même une erreur de compilation, mais là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est le type pointé qui est constant. C'est la catégorie qui serait constante à l'intérieur du pointeur. Or, moi, ce n'est pas vraiment ce que je veux. En fait, je veux que le pointeur lui-même soit constant, que le pointeur ne puisse pas changer de destination. Donc pour ça, il faut écrire le const au bon endroit. Et la règle d'or du const, c'est que le mot-clé const porte toujours sur ce qui est immédiatement à sa gauche, sauf quand c'est le tout premier mot de la ligne, et dans ce cas-là, c'est ce qui est immédiatement à sa droite. C'est juste le cas particulier. Donc quand vous écrivez const catégorie, par exemple, c'est l'objet catégorie qui est pointé qui est constant. Si vous écrivez catégorie const étoile, c'est strictement la même chose. Le const porte sur catégorie. Ok ? À présent, si vous écrivez const pointeur const, là, c'est le pointeur qui est constant. Donc vous pouvez changer l'objet catégorie à travers le pointeur, et vous pouvez appeler des méthodes qui ne sont pas const sur l'objet pointé. Par contre, vous ne pouvez plus changer la destination du pointeur. Vous ne pouvez pas le remettre à nul PTR ou le faire pointer vers un autre objet catégorie une fois qu'il a sa valeur à l'initialisation. Okay ? Donc là, c'est le pointeur lui-même qui est constant. Et dans le cas des fonctions, quand je les marque const, bah là, c'est la fonction elle-même
qui est constante. Donc le pointeur this à l'intérieur de la fonction qui est const, on s'interdit de modifier les attributs à l'intérieur de la méthode, etc. Ce qu'on a dit plus tôt. Okay, donc la position du const compte. Le const porte sur ce qui est immédiatement à sa gauche, sauf quand c'est le tout premier mot de la ligne, et dans ce cas-là, ça porte sur ce qui est immédiatement à sa droite. Et là, en fait, on pourrait mettre deux consts si on voulait, parce qu'on peut dire qu'on s'interdit de modifier la catégorie parente à l'intérieur de notre code. Voilà, pour dire que chaque catégorie se gère elle-même et ce n'est pas les catégories filles qui vont modifier leur catégorie parente. Et en plus, le pointeur est constant, ça veut dire que une catégorie ne peut pas changer de parent parce qu'elle ne peut pas déplacer son pointeur après être initialisée. Ok? Voilà. Donc là, ce serait la version avec le plus de pointeurs possible, plus de constants possible. Et du coup, ici, il faut que je modifie un peu ma signature parce que je ne peux pas fabriquer un pointeur, enfin une variable pas constante à partir d'une variable constante, donc il faut que ça colle. Et ici, du coup, je pourrais prendre ma catégorie. Donc encore une fois, que j'écrive const catégorie ou catégorie const, c'est la même chose parce que si le const est le premier mot de la ligne, il porte sur ce qui est à sa droite. Et ici, de la même manière, je pourrais également ajouter des consts ou non. Bon, après, c'est un choix d'architecture à faire, quoi. Voilà. Donc à présent, par exemple, j'ai plus le droit de faire la chose suivante. Parce que comme le parent pointe sur une catégorie constante, j'ai pas le droit de changer son nom. Ok, donc c'est ce que me signale. Alors, si je supprimais ce const-là, cette ligne-là deviendrait valide. Donc ça, c'est la question des parents. Point suivant, une catégorie doit également être en mesure de stocker des notes. Donc nous pouvons utiliser un conteneur standard pour cela, tel que stdvector de notes. Donc on va devoir ajouter l'attribut et une méthode pour ajouter une note à une catégorie. Donc on ne s'occupe pas encore de retirer des notes, ce n'est pas important. Et ensuite on va ajouter un opérateur d'affichage pour afficher la catégorie et ses notes. Donc avec une boucle. Alors, donc on se remet par ici. Donc on va avoir besoin de la classe vector, donc, qui contient la définition des vecteurs. On va avoir besoin d'un nouvel attribut qui va contenir toutes les notes. Et enfin, on a besoin d'une méthode, comme on vous dit dans le sujet, qui ajoute une note à la méthode. Donc là, pour le moment, on va copier les notes dans une catégorie. C'est-à-dire que les notes vont exister par ailleurs et on va les recopier pour les stocker dans la catégorie. Donc un vecteur, ça s'utilise de la manière suivante. On utilise pushback pour ajouter une valeur à la fin du vecteur. Ok. Jusqu'ici, voilà, pas beaucoup de complexité. Ensuite, on va ajouter un opérateur d'affichage
donc pour afficher tout le contenu de la catégorie. Et comme tout à l'heure, je vais le rendre ami, parce que du coup, comme ça, il va avoir directement accès au vecteur de notes, en fait. Donc ce sera plus commode. Et donc je vais avoir besoin de IOStream, donc qui contient les définitions de la classe OSStream. Ok. Donc ici, je vais l'inclure également. Hop. Il vaut mieux inclure dans chaque fichier tout ce que vous avez besoin. Comme ça, parce que sinon, en fait, ces includes-là sont disponibles transitivement parce que j'inclus catégorie.h ici dans le catégorie.cpp. Mais c'est mieux de mettre dans chaque fichier tout ce que vous avez besoin dans le fichier lui-même, parce que sinon, quand vous modifiez le fichier .h, il risquerait de vous manquer une include dans le fichier .cpp par transitivité, quoi, si vous voulez. Donc c'est plus pratique. Comme vous êtes protégé contre les inclusions multiples, c'est plus facile de mettre toutes les includes dont vous avez besoin partout où vous en avez besoin, pour être sûr. Et donc j'affiche le nom de la catégorie, suivi d'un retour à la ligne. Et ensuite, j'utilise donc la syntaxe de boucle spéciale qui existe sur les conteneurs standards, donc la boucle for, donc qui permet d'itérer sur tous les éléments d'une collection. Comme l'opérateur d'affichage existe sur les notes, je peux directement l'utiliser. Voilà, sinon vous pouvez regarder dans votre cours comment est-ce qu'on itère sur un vecteur pour afficher chacune de ces notes. Ici, cette façon de faire là est parfaitement valide. Alors, du coup, on va rajouter un test dans main.cpp. Donc on va faire ajouter note de N1 et ajouter note de N2 pour qu'il y ait du contenu dans ma catégorie. Et ensuite, j'affiche la catégorie C. Je compile. Encore une fois, j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. J'ai oublié de mettre le return du flux de sortie à la fin de mon opérateur d'affichage. Voilà. Donc j'affiche le nom de ma catégorie. Donc ma catégorie C, elle s'appelait catégorie 1. Et elle contient la note N1 qui est ma liste de courses et la note N2 qui est le journal de bord du capitaine. Donc avec ça, on a répondu à la première, aux deux premières sous-sections du TP. Et il nous reste à voir les classes pièces jointes. Donc on vous dit qu'il existe deux types de pièces jointes, donc les photographies et les emails, et que la classe pièce jointe est parente des deux autres classes, et qu'elles ont une méthode en commun qui est la méthode getTitre, donc qui est redéfinie dans chacune des classes filles. Okay, donc elle est virtuelle pure dans la classe parente, elle retourne la légende de la photo dans la classe photo et l'objet du mail dans la classe email. Donc, on va ajouter ça. Donc en réalité, on vous fournit photo et email, mais on ne vous fournit pas la classe pièce jointe, donc il va falloir la coder. Heureusement, ça ne devrait pas être très difficile. Hop. Donc la plupart des environnements de développement ont des macros pour auto-générer du code, donc n'hésitez pas à vous en servir. Parfois, ça vous génère un peu plus de choses que nécessaire, mais bon, c'est utile malgré tout. Donc,
Donc les photographies vont avoir une légende et les emails vont avoir un objet. Du coup, la classe pièce jointe en elle-même, elle ne va pas vraiment avoir d'attribut propre à elle. Par contre, elle va avoir une méthode qui est getTitre. Dont on vous donne le type. Hein. Donc là, cette fois, on retourne le titre par référence constante. Donc plutôt que de retourner un nouvel objet titre. Donc l'avantage de faire ça, c'est qu'on évite une copie, du coup, parce qu'on n'a pas besoin de créer une chaîne de caractères pour la renvoyer. L'inconvénient de faire ça, c'est qu'on oblige à ce qu'il existe une variable, enfin un attribut dans la classe qui contienne le titre, du coup. Ce qui, ça pourrait être le cas, mais dans des versions futures du code, on ne sait pas si on a envie que ce soit toujours le cas. Donc voilà, bon là c'est la décision qui a été prise, donc on va faire ça comme ça. Donc a priori cette méthode peut être const, elle ne modifiera pas la classe, et on va la rendre virtuelle pure pour dire qu'il faut qu'elle soit implémentée dans les classes filles, mais que là dans la classe mère, elle n'a pas de comportement à elle. Deuxième chose qui est très importante, c'est le mot-clé virtual, puisque dans tous les cas, on va vouloir appeler la méthode de la classe fille, la méthode getTitre de la classe fille, soit email, soit photo. Mais dans tous les cas, cette méthode-là n'existera pas dans la classe mère, donc elle n'a pas intérêt à être autre chose que virtual. Okay, donc vous vous souvenez que le mot virtual, ça déclenche le polymorphisme virtuel, également appelé attachement dynamique. Donc ce que ça fait, c'est que quand on va appeler cette méthode sur une référence ou un pointeur de type pièce jointe, ce n'est pas la méthode de la classe pièce jointe qui va être appelée. De toute façon, elle n'existera pas vu qu'elle est abstraite. C'est la méthode du type réel de l'objet pointé ou référencé par votre référence ou votre pointeur de pièce jointe. Okay, donc dans votre pointeur ou votre référence de pièce jointe, vous allez avoir en réalité soit un email, soit une photographie, et ce sera la méthode de cette sous-classe-là qui sera appelée si elle est virtuelle. Okay. Ça, c'est le mot-clé virtuel qui permet de déclencher ça. Et en lien avec ce mot-clé virtuel, j'en profite pour vous signaler quelque chose qui est très important tout de suite, mais on reverra les destructeurs ensemble. C'est que une classe qui a des classes filles doit toujours avoir son destructeur virtuel pour garantir que ce soit toujours le destructeur du type réel qui soit appelé. Okay, ça c'est important parce que si on n'appelle que le destructeur du type déclaré, on n'est pas sûr de faire toutes les opérations qui sont nécessaires à la destruction, comme la libération de mémoire, la fermeture de socket réseau, la fermeture de fichiers, enfin n'importe quelle opération qui sera nécessaire à la destruction de l'objet. On veut être sûr que toutes les opérations nécessaires au type réel de l'objet soient exécutées. Donc il est impératif que les destructeurs soient toujours marqués comme virtual quand les classes ont des classes filles. Okay, voilà, donc vous embêtez pas nécessairement à comprendre les raisons précises, hein, si ça vous passe au-dessus de la tête. Sachez que si une classe a des classes filles, alors elle doit avoir un destructeur virtuel. Voilà. Et donc, dans ma classe email, j'hérite de pièces jointes. Et dans ma classe photo, j'hérite également de pièces jointes. Alors pour pouvoir hériter, évidemment, il faut que les classes soient définies, donc je suis obligé de les inclure. Voilà. Donc au passage, vous pouvez voir hein, tous les attributs que possèdent les sous-classes. Et donc,
pièce jointe, donc elle a un destructeur qui est virtuel. Donc cette méthode-là, je dois pas l'implémenter, hein, puisque c'est une méthode virtuelle pure. Donc pour celle-là, j'ai pas besoin de la mettre dans le point CPP. C'est normal qu'elle n'ait pas de corps. Par contre, cette méthode-là doit avoir un corps, mais comme j'ai pas d'opération particulière à faire dans pièce jointe, en fait, je peux utiliser un mot-clé qui est un peu magique, encore une fois, qui est default, qui dit, eh bien, en fait, qui dit au compilateur, génère-moi tout seul le destructeur qui convient. Et en fait, le destructeur, dans l'occurrence, il va me générer un destructeur vide, en fait, parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, pour le cas où vous n'avez rien à faire, vous pouvez juste marquer égal default, et ça marche très bien. Sinon, il faudrait créer un fichier pièce jointe à part et écrire dedans un destructeur vide. Okay. Et oui, même si une classe est abstraite, c'est-à-dire qu'elle a des méthodes virtuelles pures, vous devez implémenter son destructeur parce que quand vous détruisez un objet, vous appelez non seulement son destructeur à lui, mais vous appelez le destructeur de toutes les classes parentes dans l'ordre d'héritage. Donc toutes les classes parentes doivent avoir un destructeur, okay, même si c'est le destructeur par défaut. Voilà, il faut qu'il soit défini. Donc c'est un peu abstrait pour le moment. Il y a une séquence la séquence 2 du TP qui évoque le thème de la construction et de la destruction plus en détail. Donc pour le moment, on a résolu la question de l'héritage. Et à présent, on veut pouvoir ajouter des pièces jointes au mail. Alors, pièce jointe est abstraite. Hein. On ne peut pas instancier des objets de type pièce jointe. Nous, ce qu'on va instancier, c'est des objets d'email et des objets photos. Du coup, on ne peut pas avoir un std vector de pièce jointe directement. Parce que ce n'est pas des pièces jointes qu'on aura. Ce sera soit des emails, soit des photos. Et si on stockait des pièces jointes, on stockerait que des objets tronqués, quoi. On stockerait des objets dont le type réel est pièce jointe. Or, nous, ce qu'on voudrait, ce serait des objets dont le type déclaré, ce soit quelque chose relatif à pièce jointe, mais dont le type réel, ce soit email et photographie. Donc, pour faire ce qu'on veut, on pourrait avoir idée, par exemple, d'utiliser des références, donc d'avoir un vecteur de référence. Créer un vecteur de référence, vous remarquerez que vous aurez beaucoup de mal à faire compiler votre code, parce que très souvent, un vecteur, il a besoin de créer des éléments par défaut. Quand, par exemple, il recopie son contenu ailleurs pour s'agrandir, ou qu'il réserve de la place d'avance dans le vecteur. Donc en fait, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de collections, stocker des références dedans sera impossible pour des raisons techniques, en fait, d'implémentation. Enfin, le compilateur ne réussira pas à compiler votre code. Du coup, encore une fois, ça vous laisse une seule possibilité, c'est l'utilisation des pointeurs. Donc en fait, on va stocker un vecteur de pointeurs sur des pièces jointes. Donc le type déclaré, ce sera pointeur sur pièce jointe. Le type réel des objets pointés, ce sera email et photo. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, dans ma classe note, je vais avoir besoin de l'include vector. Et je vais ajouter un std vector de pointeur de pièce jointe. Donc j'ai besoin de connaître la classe pièce jointe, donc je vais inclure le fichier pièce jointe. OK. Je vais également ajouter une méthode qui va me permettre d'ajouter une pièce jointe. Donc, je vais la coder de la manière suivante.
Donc je vais prendre le pointeur en paramètre et je vais le stocker dans mon tableau de pièces jointes. Alors, on aura un petit problème en procédant comme ça, mais qu'on verra dans la section 3 plus tard dans le TP. Alors ici, on pourrait encore une fois rajouter des consts si on voulait, ça dépend du design qu'on veut donner à l'application. Est-ce qu'une note doit être en mesure de modifier ses pièces jointes par exemple? Il y a peut-être des cas d'usage valides pour ça. Donc est-ce que c'est pertinent que les pièces jointes soient constantes à l'intérieur de la note ou pas? C'est à vous de décider. Donc je vais laisser ça comme ça pour le moment. Dans note.cpp, du coup, il faudrait qu'on change ici le constructeur de note, puisque à présent, en fait, il faudrait initialiser le vecteur. Mais en réalité, la seule chose qu'on a besoin de faire pour initialiser le vecteur, c'est appeler son constructeur par défaut. Et c'est de toute façon ce que ferait le compilateur si on n'écrivait rien. Donc, en fait, que vous l'écriviez explicitement ou que vous ne l'écriviez pas, ça aura le même résultat. C'est juste plus explicite d'être explicite, quoi. Et donc cette méthode-là, je vais la mettre après mes autres accesseurs. Et donc encore une fois, pour ajouter une pièce jointe, je vais utiliser la méthode pushback qui est définie sur les vecteurs. Voilà. Je retourne dans main.cpp pour ajouter des tests. Donc je vais inclure mes nouvelles classes que j'ai définies pour pouvoir les utiliser. Donc j'inclus pièce jointe, j'inclus email et j'inclus photo. Donc je vais prendre ma note N2 et je vais rajouter un email dedans. Donc je vais créer un nouvel email que je vais appeler E. Alors je ne sais plus trop ce que j'ai comme accesseur dans email. J'ai getTitre. Tout est passé à la construction en fait. Okay. Donc il faut que je donne un titre à mon email. Donc ça va être RE, mouvement de Romulien. Voilà, donc ça va être le sujet de mon mail. Le destinataire, ça va être jean-luc.picard@fédération.terre. Et le texte de l'email, il est classifié, donc hop, on ne va pas l'écrire. Et donc, dans ma note N2, je vais pouvoir ajouter une pièce jointe et je dois construire un pointeur sur mon email, puisque je range des pointeurs dans mes notes, dans mon vecteur de pièce jointe. Donc, je prends l'adresse de E et c'est ça que je vais ajouter comme pièce jointe. OK ? Et ensuite, je vais afficher ma note. Donc pour vérifier que ça affiche la pièce jointe. Alors j'ai oublié par contre de compléter mon opérateur d'affichage pour afficher les pièces jointes. Donc je vais le faire tout de suite. Alors on va afficher, on va passer une ligne, on va dire pièce jointe. Alors on va même pouvoir faire plus intelligent. Par exemple, on va afficher les pièces jointes que s'il y en a au moins une. Donc on peut utiliser une autre méthode des vecteurs qui est size, qui vous donne la taille du vecteur. Ou bien empty qui vous renvoie un booléen qui vous dit vecteur est vide. Donc là je vais dire si mon vecteur de pièce jointe n'est pas vide, donc je vais afficher le nombre de pièces jointes. Voilà. Bon, là, je fais un petit peu plus fancy que ce qu'on vous demande de faire dans le TP.
C'est juste pour vous faire un petit exemple un peu plus complet d'opérateur d'affichage. Voilà, et donc encore une fois, je vais faire une boucle. Alors cette fois-ci, je vais vous la faire avec l'itérateur, pour vous montrer un autre exemple. Et donc là, je vais afficher le titre de ma pièce jointe. Donc, ma pièce jointe, normalement, c'est étoile de IT. Hein, on est d'accord. Mais étoile de it.getTitre. Mais ça, on a une syntaxe un peu plus légère. On peut directement faire it flèche getTitre. Et ça fait la même chose. L'opérateur flèche est redéfini sur les itérateurs de la même manière que l'opérateur étoile. Donc ça appelle la méthode getTitre de l'objet itéré en fait. Voilà. Donc là j'ai un opérateur d'affichage qui commence à ressembler à quelque chose quand même. Je compile mon code à nouveau. Hop, j'ai oublié un point virgule. Ici. Ah, et ici, en fait, j'ai une petite erreur parce que, en réalité, l'objet qui est à l'intérieur de mon itérateur, donc quand je fais étoile IT, j'obtiens l'élément qui est dans mon vecteur. Mais l'élément qui est dans mon vecteur, c'est lui-même un pointeur de pièce jointe. Donc il faut que je fasse flèche getTitre sur ce pointeur-là pour appeler sa méthode. Donc en fait, il faut que dans un sens, il faut que je récupère l'élément qui est itéré, il faut que je déréférence cet élément qui est itéré. Ok. Donc en fait, c'est comme si j'écrivais la première étoile, c'est l'opérateur qui porte sur les itérateurs, donc qui permet de récupérer l'élément itéré. Et la deuxième étoile, c'est la déréférenciation du pointeur, parce qu'il se trouve que l'élément itéré, c'est un pointeur. Okay. Bon, avec les conteneurs de données, on se retrouve souvent dans des situations comme ça. Et quand on commence à stocker des pointeurs de pointeurs de pointeurs, bon ben là, voilà, ça devient assez rapidement confus. Donc, mais contrairement à d'autres langages, le compilateur, de toute façon, il vous arrête tout de suite et il vous empêche de mélanger vos types n'importe comment. Voilà. Donc, mon affichage ici, on remarque que j'ai ma note, j'ai toujours le même texte, mais entre-temps, j'ai ajouté une pièce jointe et du coup, là, ça affiche le titre de la pièce jointe. OK? Voilà. Donc ça complète la section 1 du TP. Et dans la section 2, on revoit la conception des pièces jointes. Alors il y a des notions de nombre de pièces jointes, etc. qui viennent d'une version précédente du TP, donc il ne faudra pas en tenir compte. Et enfin, on revient sur le mécanisme de polymorphisme virtuel. Et à la fin, on revoit un peu l'organisation de la classe note pour que les emails et les photographies ne soient pas obligés d'exister dans la classe main, qu'on puisse les associer aux notes et que ce soit les notes qui soient responsables en fait de leurs pièces jointes. Donc quand on détruit une note, ça détruit les pièces jointes. Voilà. Donc on verra tout ça dans un deuxième temps, dans une deuxième vidéo. Hop, au revoir tout le monde.